Eh bien, bienvenue donc pour cette conférence qui va finir cette journée du mardi. En tout cas, finir cette partie de la journée du mardi, cette partie en amphithéâtre. Nouveau format que nous a proposé Laurent-Pierre Gilliard, donc d'Unitech, un des co-organisateurs de cet événement. C'est de se dire, bah tiens, si on faisait un petit truc juste avant la veille, on appellerait ça le before, vous n'avez pas les bases, et comme ça, on reviendrait sur tout ce qui s'est un petit peu passé cette année. Donc on se dit, bah oui, c'est vrai, comme on n'a pas grand-chose à prévoir pendant ces 2 journées, on va s'en rajouter une couche, c'est une très bonne idée. Merci Laurent-Pierre. Et donc, on va passer 15 minutes chacun ici à vous parler d'un sujet. On commencera avec Jean-Luc qui va nous parler du tourisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les 5 points essentiels de cette année qui vient de s'écouler. J'aurai le plaisir, moi, d'évoquer le sujet du e-tourisme. Puis ensuite, on a Luc qui va venir nous parler de l'investissement dans le tourisme. Et donc, dans quoi aujourd'hui les principaux opérateurs, en fait, mettent leur argent et en quoi le tourisme continue d'évoluer. Et puis on finira avec Alexandre puis Laurent-Pierre qui tous les deux vont nous parler du sujet capital de cette année qui a fait bruisser tout le petit monde technologique, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Voilà pour le programme. On va aller un peu au pas de course parce que mine de rien, dans 1h15, on a apéro des exposants et il ne faudrait pas être en retard. Donc Jean-Luc, je te cède la parole. Merci beaucoup Ludo. Donc un petit 15 minutes sur qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an dans le tourisme. Hop, voilà, mais non, je l'ai remis à... Next. Tu fais le noir en fait. Bah ouais. Ah voilà. Ah oui, non, il faut lui expliquer que c'est la flèche sur le côté et non pas la flèche du haut qui permet de passer à la slide suivante. Chaque année, il change. Vous comprenez pourquoi il n'est pas sur la technologie, Jean-Luc, mais sur le tourisme. Sur le tourisme, tout court. Avec évidemment, premier événement, ce que je pense dans les professions du tourisme, on a ressenti le plus, c'est le bashing 2023 autour du tourisme qu'on a vu passer depuis le début de l'année, ça fait même plusieurs années. Je vais démarrer le minuteur, ce sera plus facile parce que voilà, comme ça, je saurai. Alors, le bashing, c'est quoi? C'est des émissions, des titres de journaux sur le surtourisme, le nouveau nuisible des vacances, le point qui disait toutes les destinations à éviter en Europe. Et alors, je ne vais pas vous en faire plus que ça. Je pense que ce reportage de Robin Prudent de France Info qui demandait des appels à témoignages pour savoir si on vivait dans des zones saturées où tout était impossible à vivre, faisait des appels à témoignages. Moi, j'ai proposé mon témoignage pour la Bastide de Montségur où ça va tout à fait chez nous. Il ne m'a jamais rappelé. Mais il y avait d'autres choses qui les intéressaient. Et donc, ça conduit peut-être le gouvernement à présenter juste avant l'été son plan pour gérer les pics de fréquentation. Dans le document du gouvernement qui a été présenté, le mot surtourisme n'apparaît que 2 fois. Mais par contre, la presse a titré le lendemain sur le plan du gouvernement contre le surtourisme. Alors qu'en fait, c'était plutôt dans l'esprit de ce plan, c'est de prendre un certain nombre de mesures, notamment d'avoir une belle observation, une observation réelle des flux touristiques, et puis également un groupe de travail, alors moi j'attends ça, qui doit se réunir pour définir avec des scientifiques, des professionnels du tourisme, pour dire qu'est-ce qu'on appelle surfréquentation, qu'est-ce qu'on appelle pic de fréquentation, et qu'est-ce qu'on appelle surtourisme, parce que c'est vrai que dans le bashing 2023, on a à peu près tout confondu. J'aime bien ce mot de Jean Pinard, le directeur du comité régional du tourisme et des loisirs, qui dit le surtourisme, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon, ce sont les événements culturels où là il y a beaucoup de monde et on dit que c'est génial parce que on accueille énormément de monde. Et puis quand on voit beaucoup de monde à la plage, là c'est le mauvais cholestérol parce qu'il y a beaucoup de classes populaires. Et c'est vrai que les fêtes de Bayonne cette année, c'était plus d'1 million de personnes. Et des exemples comme ça, on peut en avoir des tonnes et on n'a pas eu l'impression de surtourisme. Je vous invite à lire un article de Rémi Gnafou, géographe bien connu, qui, sur la Fondation Jean Jaurès, a publié il y a 15 jours un article qui s'appelle « Surmédiatisation du tourisme, ce que cela nous dit sur le tourisme,
et nous dit de ceux qui en parlent. Et il dit que le surtourisme, comment peut-on parler de surtourisme pour des stations touristiques qui ont été justement inventées, comme par exemple la Grande Motte, pour recevoir des touristes. Et donc on est 10 fois la population dans ces endroits qui sont conçus pour. C'est pas forcément, à part peut-être des hyperpics de fréquentation, on ne peut pas parler de surtourisme. Donc, là... On peut aussi vous inviter à revoir l'excellent 15 minutes chrono de Paul Arsenault sur ce sujet qui remonte à 4-5 ans. Voilà, qui était le début. À l'époque, on parlait de surfréquentation. Et aujourd'hui, on parle de surtourisme, mais il n'empêche qu'on doit vraiment, je pense, faire l'effort collectivement de vraiment mettre les bons mots en face des bonnes choses et de toujours avoir des explications rationnelles. C'est pour moi la meilleure façon de lutter contre cette médiatisation assez horripilante du tourisme bashing. Deuxièmement, ça a été le climat, et je pense que si on dit ça s'est passé dans le tourisme cette dernière année, pendant les 20 prochaines éditions, on pourra toujours avoir un élément sur le climat, tellement l'impact sur le tourisme a été important. Alors, si on prend au niveau de l'Europe, mais même si on prend au niveau mondial, on a vu les crises qui ont liées au changement climatique dans l'activité touristiques quotidiennes sont en augmentation perpétuelle. On a l'impression qu'on s'y habitue. Par exemple, les incendies, qui étaient quelque chose d'assez exceptionnel il y a quelques années, incendies estivaux, même un incendie de printemps, un incendie d'automne, c'est quelque chose qui finalement fait partie de la norme. On est beaucoup plus sur la façon de les combattre. On a, en plus des orages, des tempêtes, etc., on a les bestioles qui s'y mettent pas mal, avec par exemple les moustiques qui font des ravages, notamment sur certains littoraux en France, mais également plus près d'ici, les méduses qui ont débarqué avec des plages interdites pendant tout l'été. On a vu les collègues de la Réunion voient qu'il y a d'autres îles un peu partout en Outre-mer qui voient aussi, comme la Nouvelle-Calédonie, aussi des attaques requins. Donc on voit vraiment qu'on a ça. Et puis il y a cette image-là qui devient annuelle. Ça, c'est en Grèce cet été, évacuation de touristes. Mais il y avait la même en 2022 en Gironde. Et je pense que cette idée de je pars en vacances, mais je peux être évacué parce qu'il y a une crise climatique, c'est quelque chose qui va réellement se développer et qui va nécessiter, et c'est le thème évidemment d'une table ronde qui aura lieu demain, jeudi matin, sur comment on gère le changement climatique. Et puis, on voit quand même que la météo a toujours un impact, puisque 2022, il y avait une canicule dans le sud, très importante. 2023, tout le monde est parti en Bretagne. Enfin, Bon, après, ceux qui sont partis entre le 20 juillet et le 7 août, ils ont vu que c'était quand même une région où on pouvait se racher pendant 15 jours. Et donc, peut-être qu'en 2024, ce sera dans le sud qu'on retrouvera finalement des visiteurs. Mais ça, c'est rassurant parce que ça montre que le tourisme est quand même une industrie qui est soumise aux aléas climatiques. Et puis, toujours lié au climat, c'est la question de l'eau. Avec 2 années de sécheresse, ici en Europe, on voit que le fait de capter l'eau, d'utiliser l'eau, et là dans un nombre de régions assez hallucinantes, est un point de plus en plus important pour le tourisme. Moi, j'avais jamais vu sur l'année 2023 autant de situations où on se posait des questions sur à qui on réserve l'eau. Est-ce que ça va être sur l'agriculture? Est-ce que ça va être sur le tourisme? Est-ce que ça va être sur la population? Et c'est quelque chose qui est grandement handicapant. Je ne parle pas de nos collègues ultramarins de Mayotte, où là, on est dans une situation encore plus dramatique, mais qui, sur un département qui commençait à développer son tourisme, est évidemment énorme. Et enfin, l'accès aux sites naturels sur réservation. Quand on a parlé des calanques de Marseille, c'était exceptionnel, le fait de devoir réserver pour aller sur les calanques. Aujourd'hui, c'est Porquerolles, ce sont les îles de la Vésie au large de Bonifacio, c'est le Colorado provençal. Un peu partout, la politique des quotas se développe, même si, par exemple, les grands sites de France militent toujours pour qu'on essaie d'autres mesures avant d'arriver au système de quotas. Mais c'est quelque chose qui semble accepté par la population. Troisième point, c'est au niveau de l'offre. Qu'est-ce qui se passe dans l'offre? Et on parlera des investissements, mais est-ce que les professionnels s'adaptent? Alors, sur l'hôtellerie,
restauration, après la grande crise qui couvait depuis longtemps, mais qui s'est accentuée après le Covid, c'est vrai qu'augmentation des salaires de 16%, beaucoup d'exemples comme les grands buffets de Narbonne, qui ont une politique RH extrêmement dynamique, et logement des saisonniers. Donc on sent que l'hôtellerie-restauration essaie de s'adapter pour arriver à recruter, mais parallèlement, ce qu'on a vu aussi, c'est l'envol des prix, avec 22% d'augmentation de l'hôtellerie en moyenne depuis 2019 et surtout sur 2022-2023. Et cette année, pour la première fois, cet été, une baisse de 2% de la fréquentation en hôtellerie, qui est peut-être totalement conjoncturelle, mais c'est aussi une façon de s'adapter. Les activités de loisirs, beaucoup moins dépendantes des grandes plateformes. On se rend compte que depuis la Covid, il y a eu vraiment une appropriation du digital de la part des professionnels de loisirs, ceci couplé à l'action importante des animateurs numériques de territoire sur les destinations aussi, qui accompagnent les professionnels. Il y a de nouveaux services comme Google Activités, Google Things to Do, qui permet aux prestataires de loisirs d'avoir une billetterie gratuite. La réservation sur mobile est en nette augmentation, et puis on voit que les billetteries d'office de tourisme commence à bien fonctionner. C'est vrai qu'il y a des solutions techniques aujourd'hui qui sont beaucoup plus au point. Et moi, alors j'ai pas de statistiques, mais c'est un ressenti personnel en travaillant avec beaucoup d'offices de tourisme, on a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment en train de se déclencher. Sur l'offre, la progression du tourisme à vélo, avec le plan vélo Destination France, qui, d'ici 2030, ambitionne, par exemple, de passer le nombre d'établissements labellisés accueil vélo de 5 000 à 30 000. Et puis, ça marche pour tout. Le VAE, cette année, on a vu le gravel partout. Le gravel, c'est vélo pour gravier, qui permet de faire du tout-terrain, tout-chemin, avec des raids, l'ultra gravel du Tour des Alpes, etc. Des nouveaux projets, des nouveaux produits, vraiment autour du vélo, qui sont en plein développement. Autour des transports, on voit qu'on a également une forte évolution, avec tout d'abord le niveau de tourisme international qui, en 2023, revient à 95% à son niveau de 2019. Comme le disait Paul Arsenault dernièrement dans un article sur le blog itourisme.info, il y avait plusieurs catégories de personnes pendant la Covid. Il y a ceux qui pensaient que ça allait repartir très vite, d'autres qui disaient qu'il faudra attendre 2025-2026. A priori, on est bien reparti globalement au niveau mondial dès cette année. Et quand on regarde les carnets de commandes de Boeing et d'Airbus, on sait qu'on va doubler le nombre d'avions d'ici 20 ans, en 2040. Donc ça veut dire qu'on sait que le transport aérien est vraiment parti pour durer. On n'en a jamais produit autant. Ce n'est pas tout à fait le discours qu'on avait pendant la Covid. Et puis le voyage en train qui cartonne pas mal quand il y a des trains et des trains de nuit, parce que la demande a l'air d'aller plus vite que finalement les infrastructures, mais avec par exemple une explosion des guides touristiques autour des voyages en train de nuit, voyages en train et des nouveaux produits qui s'y mettent, avec les offices de tourisme qui se mettent de plus en plus à travailler autour de la mobilité, les offices de tourisme et de la mobilité dont Julien Labaquin nous parle régulièrement lors de ces rencontres, commencent à être une réalité avec par exemple l'appel à manifestation d'intérêt du SRT Occitanie sur cette thématique-là. Donc on est pas mal parti là-dessus. Et puis enfin mon dernier point, et je serai tout à fait dans les temps, c'est au niveau de l'évolution de la réglementation, avec deux points relativement importants. Le premier, sur la location saisonnière, et peut-être ce qu'on peut appeler la fin de la récré sur les locations saisonnières, parce qu'on se rend compte que ça sentait un peu le cramer pour les grandes plateformes, qui se défendent très bien, mais malgré tout aujourd'hui, on a un certain nombre de mesures qui arrivent. Le groupe de travail, les annonces du gouvernement en France prévoient un certain nombre de mesures. Par exemple, il y en a une qui a déjà été prise, ce sont le nombre de communes en zone tendue qui passe à 3700. Dans ces zones tendues, ça permet par exemple d'augmenter la taxe d'habitation de 60%. Les taxes d'habitation n'étant perçues que sur les résidences secondaires aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va dans ce sens. On sait qu'on est toujours dans le projet de pouvoir mixer le numéro fiscal et le numéro d'agrément. Demain,
toute location de meublé devra avoir un numéro. C'est déjà le cas, mais comme ce sera lié avec la fiscalité, ce sera beaucoup plus facile à repérer. On sait aussi que le projet de suppression de l'abattement fiscal sur les meublés saisonniers, niche fiscale intéressante aujourd'hui à 71%, devrait être supprimé dans la prochaine loi des finances. Donc on sent qu'il y a pas mal de coercition. On sent aussi qu'il y a des batailles de gagner. La communauté de communes d'Oléron, de l'île d'Oléron, Marennes-Oléron, a gagné un procès contre les grandes plateformes, deux même, un contre Le Bon Coin, un contre Airbnb, parce que ces plateformes n'avaient pas fourni l'ensemble du listing et des adresses précises et du détail des années 2018-2019 et donc ont gagné des procès, ce qui est un signe assez intéressant. On va se dire, ben c'est super parce qu'avec ça, une fois qu'on connaîtra tout, ils paieront très très bien la taxe de séjour. Oui, mais la taxe de séjour, qui est quand même une taxe très mal prélevée, hein, puisque ce sont les propriétaires et les plateformes qui les prélèvent, mais qui quand même est en augmentation depuis pas mal d'années, va encore, sans doute à 2023, faire un très beau score, et permet aux organisations touristiques de malgré tout mieux vivre, notamment celles qui ont le statut adapté, le statut d'EPIC, puisque le produit de la taxe de séjour leur est totalement reversé. Mais depuis l'an dernier, en région PACA et l'an prochain, à partir du 1er janvier 2024, dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, il y a cette taxe régionale qui va surenchérir et la taxe de séjour va être augmentée de 34%. C'est pareil. Et le 34% pour la société du grand projet du Sud-Ouest, qui est la ligne TGV, la ligne LGV. Pour la financer, ben, il y a une part qui est mise sur la taxe de séjour. Et quand on voit ça, on peut se dire que non, on craignait il y a quelques années que la taxe de séjour, un jour, on l'enlève aux collectivités locales. Moi, je crois plutôt que le fait de faire augmenter, de mettre des parts de ponction supplémentaires sur cette taxe va donner des idées pour plein de grands projets et que dans quelques années, ben, on est peut-être un tiers, la moitié de la taxe de séjour qui revient aux communes et puis le reste qui repart ailleurs. Alors jusqu'où pourra-t-on aller? C'est vraiment la question. Mais voilà, il me reste 12 secondes et j'ai fini. Merci Jean-Luc et bravo. Hop, je te laisse la place. On finit donc sur une prophétie de Jean-Luc Boulin. Bravo. Et ben moi je vais attaquer du coup pour vous parler un petit peu d'e-tourisme. Il se trouve qu'on a une source assez fiable en ligne tous les matins presque, non 3 matins par semaine, donc ça nous permet d'avoir quelques éléments. Première chose dont j'avais envie de vous parler, c'était l'immersion. On a beaucoup parlé l'année dernière notamment de Web3, de blockchain, de tout ce qui allait avec, et on y reviendra évidemment cette année. Bon, on regarde tout ça avec un œil un petit peu sceptique, on se demande où ça va aller. Vous voyez les articles de presse qui sont jamais quand même très très positifs sur le sujet. Et même si on voit que bientôt on attend des lunettes. Enfin, il y a des choses qui se passent là-dessus quand même qui vont être sûrement très très intéressantes. Et même si ça nous fait un petit peu peur et pas forcément rêver, mais plutôt cauchemarder, je pense que très vite on va avoir des choses sympas là-dessus. En tout cas, en termes d'interaction et d'immersion, on voit plein de choses quand même qui débarquent, notamment dans le milieu culturel, qui est peut-être un peu plus en pointe que le milieu touristique sur ce sujet-là. Là, on est dans le Hall of Science à New York, et c'est la salle qui est tout simplement la plus visitée. Ça s'appelle Connected Walls. Donc, vous voyez des murs avec lesquels les enfants peuvent interagir. Et elle reçoit évidemment énormément de visites, des lycéens, des collégiens, des jeunes élèves, et puis tous les week-ends évidemment les parents qui viennent emmener leurs enfants pour jouer avec ça. Bon, je vais pas laisser toute la vidéo, mais voilà, on a vraiment quelque chose d'assez sympa et qui pour le coup ne demande pas des fortunes. Vous avez probablement vu aussi passer, là c'est l'exemple d'un prestataire, mais il y en a plein qui font ça maintenant, ces expositions immersives, que ce soit avec des peintres, que ce soit des thématiques particulières. Ça circule un petit peu dans toutes les villes. Et puis on a le bel exemple de la reconversion de la base sous-marine à Bordeaux, hein, tout comme au Bout-de-Provence ou à Paris, avec ces expositions qui sont vraiment extrêmement immersives et qui donnent toujours beaucoup de plaisir aux gens qui vont les visiter. Récemment, vous avez peut-être entendu parler de l'ouverture de cette nouvelle salle de concert à Las Vegas, The Sphere, donc qui a ouvert, je crois, cet été. Et la première date de concert, donc avec U2 en résidence pour 25 dates. Donc voilà, je vous mets une petite vidéo
qui ne fonctionne pas. Il n'y a que le son, donc c'est un peu dommage, ça ne marche pas. Bon, ben c'est pas grave, mais vous avez peut-être vu des images à la télé et surtout les gens extrêmement enthousiastes par leur expérience vécue pendant ce concert. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de sympa à faire, même si toutes les villes vont peut-être pas mettre 2,6 milliards de dollars pour construire une salle de concert immersive comme celle-là. Mais on voit bien en tout cas qu'il y a une attente de la part des clientèles. C'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans les concerts, de quelque chose qui soit de plus en plus immersif. On y reviendra évidemment cette année avec notamment dès demain matin en plein air un petit retour, une petite mise au point sur le Web3, la blockchain, en quoi il faut quand même s'y intéresser, et 2 ateliers donc, qui reviendront sur ce sujet. L'un sur la première session, pour revenir avec Guillaume Kremer là-dessus, et puis l'après-midi, demain après-midi, donc sur comment on peut notamment travailler spécifiquement sur la génération qu'on appelle Z, et qui est probablement un peu plus appétante là-dessus. Deuxième sujet sur lequel on voulait revenir avec vous, c'était les sites web, ce vieil outil un peu préhistorique qu'on a parfois un peu délaissé. Il n'y a pas très longtemps, Jean-Luc, enfin il n'y a pas très longtemps, si, c'était en 2019, Jean-Luc nous disait, bon, site web touristique, il n'y a plus rien à en faire, c'est la pensée unique, c'est tous les mêmes sites. Les prestataires, on sait que ça c'est un site d'un tel, ça c'est un site d'un tel, et en fait derrière la Desti, bon, c'est juste la photo, quoi, et puis un petit slogan derrière. Donc quel est l'avantage finalement d'avoir un site? On s'est même posé la question, est-ce que le SIT est toujours nécessaire? Est-ce que finalement Google ne fait pas les choses mieux que nous, etc. Et puis là, depuis le post-Covid notamment, Jean-Luc a changé son fusil d'épaule, et il nous dit que maintenant les sites sont incontournables. Est-ce que c'est parce que maintenant il s'est mis à son compte et qu'il donne des conseils? Je ne sais pas. On suit l'actualité, il n'y a que les imbéciles qui... Exactement. Et pourquoi il a dit ça? C'est pas parce que c'est sorti de son chapeau comme ça, mais c'est parce qu'effectivement, les consultations, a priori, sont plutôt en hausse. Et si vous consultez régulièrement vos analytics, vous en êtes rendu compte. Je crois qu'il y a eu une recrudescence en fait de la recherche du tiers de confiance que représentent les offices de tourisme. La période Covid nous a un petit peu habitués à aller vers des sources officielles et pas forcément vers des sources où on retrouve des complotistes, des gens qui vous disent tout et n'importe quoi. Donc l'office de tourisme a sûrement une épingle à tirer. Son jeu en tout cas là-dessus, et notamment sur le site web touristique. On a eu aussi toute une série de papiers, je voulais vraiment vous la représenter, écrite par Cédric Chabry sur la stratégie de contenu. C'est un peu long à lire, mais c'est hyper complet, c'est très détaillé, et c'est vrai qu'on se rend bien compte aujourd'hui que sur les contenus, on a vraiment un rôle important à jouer. On devient de plus en plus producteur de contenu, et il y a de plus en plus de gens qui sont recrutés pour produire ces contenus-là. On a peut-être aussi besoin de repenser plus régulièrement nos stratégies, et c'est ce que font notamment, là je voulais prendre l'exemple de Copenhague qu'on a reçu ici il y a quelques années, et qui quasiment tous les ans, ils ont fait une petite pause pendant la Covid et aussi, mais quasiment tous les ans ils se reposent pour se dire c'est quoi notre stratégie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut pousser, c'est quoi le type de tourisme. Ils avaient fait beaucoup de bruit en 2017 et on les avait reçus peu après avec The End of Tourism. Après ils étaient partis sur le Tourism for Good, et maintenant ils sont à fond là avec Planet Copenhagen sur un tourisme régénérant, un tourisme qui soit vraiment durable. Et je crois que c'est intéressant de voir à quel point ils affichent sur des sites spécifiques justement leur stratégie, leur communication, et comment ils le mettent en œuvre ensuite sur leur site. C'est le cas de l'Islande aussi, qu'on avait reçu il y a quelques années, qui chaque année réfléchit à une stratégie de com qui est déclinée sur tous les supports, et notamment sur son site web. Donc peut-être que chez nous, on le fait un petit peu moins souvent, de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message, qu'est-ce qu'on a envie comme tourisme, et comment on l'exprime sur nos sites web notamment, et après ça déroule sur les autres médias évidemment. On en parlera avec 2 ateliers, l'un donc animé par Jean-Luc sur les sites web de destination, sont-ils redevenus incontournables, avec 3 témoignages, et puis on évoquera ce fameux cahier des charges, les AMO, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Et ça c'est l'atelier en plein air un petit peu décapant que vous propose Cédric Chabry, et auquel j'aurai le plaisir aussi de participer, ainsi qu'avec Loïc Coissin en animation. Autre sujet, et là je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Jean-Luc, mais je vais essayer de ne pas trop déborder du coup, d'autant que ça passe vite. Les mobilités. Les mobilités, évidemment, vous l'avez vu, on en a parlé tout l'après-midi, on va beaucoup en reparler aussi sur cette session. On a de plus en plus, évidemment, de supports comme cela. Là on est sur le très beau site de la Normandie, avec cette page d'atterrissage complète, presque un mini-site sur la Normandie sans ma voiture.
Bon, on vous fait comprendre que sans voiture, vous risquez d'arriver un petit peu en retard pour le coucher de soleil, et tout est fermé, mais vous pouvez y aller sans voiture. Donc il y a tout un déroulé derrière sur comment venir en train, comment faire du vélo, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je dis que même avec une voiture, c'est pas facile à trouver un coucher de soleil en Normandie. Ouh. Voilà, c'était beau. Ah ouais, voilà. d'accord, ça pique. Je vais me faire attendre par les Normands enfin, à la sortie. Vous avez vu aussi ces portails qui commencent à se développer. Là, on est sur Ourail et qui propose donc de trouver son déplacement. On a parlé de masse cet après-midi. On y reviendra aussi sur ces 2 prochains jours. Mais voilà, c'est un petit peu nouveau et il y a plein de supports. Tu l'as montré. Alors moi, je montrais plus les supports web effectivement sur ce sujet. Des influenceurs. C'est le cas de Benjamin Martinier, notamment, chez Ourail, et qui publie sans arrêt sur ses aventures en train, et on en voit de plus en plus qui sont spécialisés là-dessus. Bon, tu évoquais l'Occitanie, on a beaucoup parlé de l'Occitanie Rail Tour, et donc toute cette collection de voyages en train, et avec des tarifs hyper intéressants qui ont été lancés. Et je crois qu'on peut retenir ça. On avait Landry Baran, je ne suis pas sûr du nom, mais Landry, je suis sûr du prénom, qui était là cet après-midi pour SNCF TER Nouvelle-Aquitaine. Moi, j'avais eu l'occasion de parler avec la personne qui s'en occupe en Occitanie aussi, de la même façon. Et en fait, tout se passe en ligne. Si on veut que les gens prennent le train, il faut aussi avoir un parcours client. Alors évidemment un prix attractif, mais un parcours client qui soit fluide. Et quand même, jusque-là, ça pouvait parfois un petit peu pêcher. Ils font des choses qui sont quand même assez incroyables maintenant. On a par exemple dans la région Occitanie cette application qui en plus est bien notée pour le coup, et qui vous permet donc d'avoir un billet que vous allez prendre en entrant simplement dans le train. Vous avez votre billet qui est directement dans votre application, et quand vous sortez, vous switchez, vous swipez sur le stop, et c'est décompté automatiquement. Et pour les jeunes, au bout de 10 trajets, vous voyagez gratuitement pour le mois qui vient. Donc vous payez que 10 trajets à un tarif extrêmement faible, et ensuite tout le reste est gratuit. Et au bout de 20 trajets, en plus, vous cagnotez, qui vous permet de payer les prochains trajets. En l'espace de 3 ans, les TER en Occitanie, la clientèle jeune 18-26 ans est passée de 110 000 à 1 200 000, x 10. Et ça, exclusivement parce que c'est pas cher, et parce qu'on leur a filé une appli qui est hyper simple, plus simple a priori que SNCF Connect. Ça, c'est intéressant à retenir. Et puis le MAS, on en a parlé cet après-midi, je vous le disais, on en reparlera, donc Mobility as a Service, comment aujourd'hui on arrive à connecter les données. Greg nous parlait de plus de 700 opérateurs, c'est quand même un boulot assez phénoménal, mais quand on arrive effectivement à entrer du vélo, du VTC, du train, de l'avion, la location de voiture, tous les moyens de transport possibles, et réserver tout ça avec un seul panier, ça commence à devenir très très intéressant, et pour nous acteurs touristiques, il y a un vrai intérêt là-dessus. Donc vous voyez toute une collection d'ateliers où on reparlera de la mobilité, de la décarbonation aussi évidemment, et puis un atelier en plein air où on va se balader avec Julien de Lebaca. 12 d'entre vous pourront se balader, il reste encore quelques places, 3 ou 4 je crois. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Quatrième sujet, moi je suis bon à peu près, le social, évidemment, c'est toujours quelque chose qu'on aborde pendant ces rencontres. Une petite étude qui nous vient de la chaire de tourisme Transat, les gens qui sont influencés par les réseaux sociaux, et quels réseaux sociaux pour choisir leur prochaine destination de voyage. Pas de surprise, on le sait de plus en plus, il y a une partie importante, et notamment des clientèles les plus jeunes qui sont grandement influencées par les réseaux sociaux qu'ils fréquentent. Alors grandement majeur seulement pour 2%, un certain impact pour 23%. On dit, d'autres études qui sortent, qui disent que 40% de la clientèle 18-35 ans est influencée pour ses voyages via son Instagram ou son TikTok. Bon, voilà, il y a plein de chiffres, mais en tout cas, on sait que ça a une vraie influence et un vrai impact. D'où, cette année, vous l'avez vu probablement, cette influence qu'on a décidé d'encadrer avec un projet de loi, puis une loi qui a été votée, qui est sortie en juin, exactement le 9 juin, donc le 9 juin, et qui impose maintenant aux influenceurs de dire noir sur blanc qu'il s'agit d'un partenariat commercial, parce que on voit bien qu'il y a quand même quelques soucis et quelques débordements là-dessus. On en parlera dans un atelier. Les influenceurs, ils ont le pouvoir d'orienter les normes sociales, d'orienter les comportements de consommation, d'orienter les modes de vie. Ah oui. Avec ce pouvoir vient des responsabilités, et notamment des responsabilités écologiques.
On fait notamment le constat que la majorité des imaginaires qui sont mis en avant à travers les influenceurs, ce sont des imaginaires qui ne sont plus compatibles avec les enjeux écologiques. On va avoir des influenceurs qui vont voyager à l'autre bout du monde. Bon, c'est pas terrible en fait avec l'image qui bouge pas. Il va falloir qu'on règle ça d'ici demain. Ça fait 2 fois que j'ai le souci sur une vidéo, donc j'en ai marre l'ordi. C'est Amélie Deloche et vous la verrez demain en 15 minutes chrono et dans un atelier justement sur l'influence responsable. Donc ne vous inquiétez pas, son discours passera, je crois, de façon claire. Et en tout cas, on voit de plus en plus d'influenceurs qui du coup se dirigent, et notamment dans le milieu du voyage, vers quelque chose qui soit un peu plus respectueux justement de la nature et de nombreux influenceurs qui se sont presque reconvertis et qui maintenant ne prennent plus l'avion et vont visiter la France. Et puis on a aussi des nouveaux réseaux, hein. Vous avez peut-être entendu parler de Biril, vous êtes peut-être dessus. Moi le premier qui m'en a parlé c'est Jean-Luc, il y a déjà de nombreuses années, ça devait être un des premiers sur Biril. Et en fait ce qu'on appelle l'anti-Instagram au final, puisque vous avez 2 minutes pour partager où vous êtes, ce que vous faites, et si vous ne le faites pas, vous ne voyez pas ce que font vos amis, donc c'est pratiquement, on va dire, addictif. Hein, très addictif. Jean-Luc fait son Biril tous les jours. Et même plusieurs maintenant, il fait des billates justement pour pouvoir en rajouter d'autres après. On en parle donc avec une série de 4 ateliers. Demain matin avec un Femme, je vous like, animé par Cécile, donc, où on parlera de la parole féminine et féministe sur les réseaux sociaux. L'après-midi, toute l'actu qui parle de la communication digitale. Et puis vous le voyez, marketing d'influence, éthique et responsable et sincérité, transparence, inclusivité. Est-ce qu'on a un rôle à jouer à travers nos publications? On va vraiment revenir très fort sur ce sujet-là à travers 2 ateliers, le jeudi matin et après-midi. Et puis le dernier point que je ne vais pas développer du coup, puisque évidemment on aura Laurent Pierre puis Alexandre qui vont en traiter, mais l'intelligence artificielle c'est quand même le gros sujet de cette année depuis notamment qu'on a découvert l'intelligence générative de ChatGPT en fin d'année dernière. En gros en décembre, on a commencé à un petit peu tous pianoter dessus, et puis on voit qu'aujourd'hui il commence à y avoir quelques bricoles qui sortent. Alors oui, ça fait flipper plein de gens. On va essayer de vous le présenter pas comme le Web3 l'année dernière et que vous ressortiez avec quelques idées d'application et non pas avec l'idée que c'est nul et c'est pas bien, faut pas y aller. Même s'il y a des gens qui ont très très peur et qui l'expriment beaucoup. Il y a des gens qui rigolent avec ça. Moi, j'ai bien aimé cette pub aux États-Unis. Bon, il y aura encore besoin quand même de quelques compétences, même si Alexandre va nous montrer demain que, oui, il y a quelques métiers qui vont devoir se réinventer et peut-être on va devoir en créer de nouveaux. Ah, elle marchait celle-là, c'est dommage. Je l'ai passée, je me suis dit de toute façon c'est la vidéo qui ne marchera pas. Bon. 50 000 € avec l'intelligence artificielle sans dépenser d'argent, tout en trafic naturel. C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer de A à Z comment faire exactement le même chiffre d'affaires sans dépenser un seul centime d'euro. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car aujourd'hui je te sors une pépite sur l'intelligence artificielle. Et à l'heure à laquelle je te parle, nous sommes exactement que 2 Français à avoir découvert cet outil, comme tu peux le voir sur SEMrush. Voilà, donc maintenant on est 3 Français. Et si vous venez me voir ce soir après la période exposant, je vous expliquerai comment gagner 50 000 € sans dépenser un seul centime. Voilà à quoi sert l'intelligence artificielle, mais pas que. Et donc on y reviendra d'abord en plénière demain matin avec Alex et puis avec 2 ateliers que Jean-Luc animera, à quoi on peut rêver de ce que pourrait faire cette intelligence artificielle et puis des exemples concrets avec des agences, un office de tourisme qui le met en œuvre au quotidien. Et j'en ai terminé. Merci de votre attention. Et je te passe donc la parole. Un autre micro. Le voici. Donc avec Luc Chouzy d'Ancoris, on va parler d'investissement immobilier. Merci beaucoup Ludovic. Vous m'entendez bien ? Merci beaucoup Ludovic. Déjà, merci effectivement à tous les organisateurs des rencontres du e-tourisme de nous avoir invités chez Ancoris. Donc avec mes collègues Marjolaine et Solène, on est hyper contents d'être avec vous aujourd'hui. Pour me présenter en un mot, donc moi je suis l'un des 2 dirigeants de cette société qui s'appelle Ancoris. Donc on est à la fois pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, on est à la fois une jeune société et une ancienne société.
On est une jeune société parce qu'on a été créé en 2020, mais on a une ancienne société puisqu'on est né de la fusion de deux acteurs qui étaient historiquement positionnés sur le marché de la détection des investisseurs en France. Alors comment on s'y prend? Une méthode assez simple, on a une plateforme digitale. Donc nous aussi on va un petit peu vous parler de digital, qui nous permet en fait de tout simplement recenser, promouvoir les opportunités immobilières et foncières des territoires partenaires pour tout simplement détecter des porteurs de projets touristiques. Depuis quelques années, on a structuré une équipe spécialement dédiée à ces thématiques de l'investissement touristique, parce que le tourisme aujourd'hui, c'est des critères de localisation qui sont très spécifiques, c'est des décisions des dirigeants du secteur, des filières touristiques très spécifiques. Et donc aujourd'hui, on a une équipe de 5-6 personnes qui intervient exclusivement sur ce sujet. Et en quelques chiffres, on contacte et on détecte environ 1700 porteurs de projets touristiques chaque année, ce qui nous donne à peu près 200 porteurs de projets matures pour lesquels on va qualifier le cahier des charges qu'on va transmettre à nos territoires partenaires et qui donne lieu à environ 50 implantations concrètes dans les territoires. Donc fort de tout ça, ça fait effectivement quelques années qu'on est au contact direct, au quotidien, je dirais même, du marché de l'investissement touristique dans les différents territoires français. On s'est dit que toute cette donnée sur la dynamique des investissements touristiques, on devait la valoriser et on devait en tirer des conclusions. Les rencontres du e-tourisme sont une super occasion de faire un petit temps d'arrêt sur cette année 2023, sur ces derniers mois. Comme vous le savez, il y a eu la crise ukrainienne, une crise en ce moment en Israël, crise énergétique. Bon, je ne vais pas plomber l'ambiance, je ne vais pas vous parler que de crise, parce que je pense que ce n'est pas l'ambiance de ce salon. Mais évidemment, tous ces éléments sont de nature à perturber la décision d'un investisseur, d'un dirigeant, que ce soit un grand compte, que ce soit un compte émergent, que ce soit un indépendant qui se lance pour la première fois. Et donc du coup, on voulait vous restituer effectivement cette dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'investissement touristique dans les territoires, on est sur un marché en croissance ou pas? Quelles tendances vont être à l'origine de cette dynamique? Est-ce qu'on constate qu'il y a l'arrivée de nouveaux acteurs qui s'implantent? Est-ce qu'ils développent de nouveaux concepts? On voulait, dans les 15 minutes, et je vais essayer d'être bref, vous restituer ces différents points. Un chiffre qui nous paraît déjà assez marquant, 500 millions d'euros d'investissement touristique en France, détectés par Ancoris en 2022. Alors, vous l'aurez compris, selon notre méthode, nous, on n'est pas représentatif de l'intégralité des porteurs de projets des différentes filières touristiques, mais malgré tout, on estime qu'on arrive à en capter un certain nombre. Et derrière cette réalité du demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui nous semble particulièrement intéressant, c'est comment ça se concrétise dans les territoires. C'est-à-dire que ces 500 millions d'euros en fait, sont atomisés, éclatés par des centaines de porteurs de projets touristiques qui vont investir dans les territoires et qui vont en fait faire levier de leurs projets pour développer les territoires sur lesquels ils s'implantent. Déjà, un premier point qui nous semble assez fondamental dans les différentes données qu'on a pu analyser ces derniers mois, c'est qu'on est sur un marché qui est en croissance. On estime qu'environ 15% de projets supplémentaires ont pu être détectés par nos équipes lors du premier semestre 2023. On est sur une croissance continue. C'est assez contre-intuitif d'ailleurs parce qu'on observe aussi d'autres secteurs d'activité, l'industrie, le tertiaire. Il y a clairement eu une dynamique de rattrapage après le Covid en 2020, 2021, 2022. Et on a pu constater sur les autres secteurs sur lesquels on intervient qu'il y avait plutôt une logique de tassement après ce phénomène de rattrapage. Du côté du tourisme, c'est très spécifique parce que c'est pas vrai en fait. Le marché continue à se développer, les investisseurs continuent à se développer, ils cherchent à s'implanter dans les territoires, ce qui justifie de cette croissance. Mais au-delà du volume, ce qui est surtout intéressant, c'est la caractéristique de ces projets. Les mutations qui sont à l'œuvre, les tendances qui changent. On observe que le marché, les différentes filières sont de plus en plus remodelées, les concepts évoluent, sont challengés par des comptes qu'on appelle émergents, qui sont plus les comptes traditionnels, mais plutôt des acteurs qui ont 1, 2, 3 implantations et qui nourrissent et développent de nouveaux concepts. Et surtout, ces projets, parce que justement ils sont plus complexes, ils vont avoir tendance à avoir des tickets moyens un peu plus importants. On estime chez nous qu'environ un peu plus d'un tiers des projets qu'on détecte représentent un volume d'investissement de 3 millions d'euros. Concrètement, le ticket moyen des projets qu'on va détecter d'année en année est plus élevé. Et c'est très lié justement à cette complexité inhérente aux projets touristiques.
Après ce premier panorama en chiffres, 4 tendances qui nous semblaient particulièrement intéressantes à vous partager aujourd'hui. La première, et ça a beaucoup été évoqué dans les échanges, c'est une place grandissante du tourisme durable, du tourisme vert dans les investissements. Encore une fois, on pouvait se dire qu'il y a quelques années, on était dans des logiques de greenwashing ou d'effets de rattrapage marketing, médiatique, de communication sur cet aspect durable, sur cet aspect vert. Dans les cahiers des charges des porteurs de projets qu'on va qualifier, on constate que cette dimension est de plus en plus intrinsèque, y compris dans la conception de leurs projets. Un chiffre assez parlant, on estime que 6 porteurs de projets sur 10 qu'on va détecter recherchent clairement une localisation en milieu rural. Et ça, c'est un vrai phénomène qui s'amplifie d'année en année, un vrai changement de paradigme. On estime que 40% des projets sont résilients, c'est-à-dire des projets qui vont inclure des dimensions de compensation écologique, des projets qui vont inclure des possibilités de travailler en autonomie, des projets qui sont énergétiquement autonomes. Et du coup, on voit vraiment la concrétisation de ces logiques de durabilité. On est moins dans le greenwashing, on est vraiment dans la concrétisation dans les projets. Et surtout, le dernier chiffre, et pour nous c'est particulièrement marquant puisqu'on travaille avec les collectivités locales, 9 projets sur 10 qu'on va détecter ont un vrai ancrage local, c'est-à-dire qu'ils vont promouvoir une destination, ils vont promouvoir une marque locale, ils vont travailler avec des partenaires locaux, et ça c'est une tendance qui, encore une fois, se renforce d'année en année. Deuxième grand enseignement, c'est la place de l'hôtellerie de plein air. Concrètement, le marché de l'hôtellerie de plein air est en pleine mutation. Les modèles traditionnels autour du camping municipal ont été assez bousculés ces dernières années. Alors ça représente quand même une part importante des projets qu'on va détecter. On estime qu'un projet sur 10 désormais rentre dans cette catégorie, mais ils sont de plus en plus challengés par des modèles un petit peu plus alternatifs autour des écodomaines, des projets d'hébergement insolite qui vont avoir tendance à prendre le pas sur ces modèles plus traditionnels. Et encore une fois, on voit qu'il y a cette confrontation de deux mondes, finalement, de l'ancien monde et du nouveau monde, et un changement de modèle qui se fait face. Le troisième grand enseignement qu'on peut vous communiquer, c'est celui de la recherche de biens de caractère. On parle d'abbayes, d'abbatiales, de châteaux, de vieux moulins. C'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup auprès de nos clients, des collectivités, comment finalement concevoir une offre. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est pas seulement du côté de la demande des porteurs de projets qui vont s'intéresser à ces thématiques, qui vont vouloir développer des concepts autour de biens de caractère. En face, on va avoir des territoires qui vont se positionner et se dire finalement, fort de mon abbaye, fort de mon vieux moulin, fort d'un bien atypique, d'un manoir, je vais pouvoir m'en servir comme bien pour attirer des porteurs de projets et in fine, de s'en servir comme un vrai outil de développement économique local, créer de l'emploi. La dernière dimension, et ça c'est une dimension qu'on a pu constater, dont on a pu constater l'évolution depuis quelques années et qui à nouveau se renforce en ce premier semestre 2023, c'est celui de l'hybridation de l'offre. On n'est plus sur des concepts monolithiques autour d'une offre, d'un service, on est sur des business plans de porteurs de projets beaucoup plus complexes qui vont inclure une dimension servicielle, coworking, sport, bien-être. Du coup, des porteurs de projets qui vont avoir tendance à avoir plus de besoins aussi d'accompagnement, de conseils. Et ça nous paraît être un point assez fondamental par rapport aux acteurs locaux. Finalement, comment on arrive à capter ces projets, comment on arrive à bien les conseiller. Donc une fois qu'on a fait ce panorama assez positif, donc grosso modo plus de projets, des projets à plus forte valeur ajoutée, des projets qui vont créer de l'emploi dans un territoire, est-ce qu'aujourd'hui il y a sujet d'inquiétude? Est-ce qu'il y a des points de vigilance? Alors on en identifie quand même quelques-uns, même si la situation est globalement positive. Le premier, c'est celui du manque de foncier. Je pense que ces derniers mois, vous avez dû entendre parler de problématiques de PLU autour de du projet de loi de zéro artificialisation nette. Concrètement, le foncier, et c'est vrai pour tous les secteurs d'activité, c'est le nerf de la guerre. Sans foncier, en tout cas sans immobilier, sans solution d'accueil, il n'y a pas de possibilité d'implanter un porteur de projet. Et ça, c'est une problématique qui est assez fondamentale pour beaucoup de collectivités. Finalement, comment on arrive à développer, à concevoir une offre qui permet d'attirer des porteurs de projets. Surtout que ces mêmes porteurs de projets vont avoir tendance à être très mobiles, à regarder une région autant qu'une autre. Le deuxième grand point de vigilance, c'est celui de l'accompagnement. Comme on l'a dit, les projets vont avoir tendance à être plus complexes,
plus hybride, avec des dimensions juridico-financières plus élevées. Et finalement, la grande question derrière, c'est comment ces collectivités peuvent mettre en face, au-delà du simple marketing de l'offre, du marketing de la destination, peuvent mettre en face une offre de service d'accompagnement qui permet de sécuriser et de faire atterrir le porteur de projet sur son territoire. Le troisième grand point, c'est vrai pour les porteurs de projets, c'est vrai aussi pour les particuliers, pour vous comme pour moi, c'est celui de la réticence des banques. On est sur une réalité aujourd'hui plus complexe avec des taux qui ont eu tendance à s'élever d'année, enfin en tout cas de mois en mois. Ce qui est intéressant, c'est que les porteurs de projets vont pas avoir cette logique de se reposer sur justement les anciennes logiques, mais plutôt de regarder du côté des modes de financement plus innovants autour des fonds d'investissement, autour du crowdfunding, des levées de fonds, tout simplement pour sécuriser leur projet, voire même chercher du multifinanceur. Une fois qu'on a soulevé ces différents enjeux, ces différents points de vigilance, finalement, qu'est-ce que peuvent faire les territoires, en tout cas les partenaires territoriaux, pour accompagner les entreprises, les porteurs de projets, les faire atterrir sur leur territoire? À nouveau, on a identifié 3 sujets. Le premier, c'est que lorsqu'on parle de projets mobiles, on a le tout venant. C'est-à-dire qu'on a des projets plus ou moins intéressants. On vous l'a dit, je vous l'ai dit en introduction, on identifie à peu près 2000 porteurs de projets. On en transmet seulement 200 au territoire partenaire. Donc il y a un gros écrémage. Il y a des porteurs de projets qui sont des débutants aussi, avec des projets qui ne sont pas tout à fait matures. Donc pour capter le bon projet pour son territoire, celui qui va avoir de la vraie valeur ajoutée sur son territoire, qui va faire les synergies, les connexions avec les forces existantes et qui va créer de l'emploi, il faut engager une vraie démarche de définition d'une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut adresser? Qu'est-ce qui fait sens sur son territoire? Où est-ce qu'il y a de la demande? Tous les projets ne font pas forcément sens sur tous les territoires. Le deuxième sujet, c'est celui de l'offre d'accueil, qu'elle soit immobilière, qu'elle soit foncière. On l'a vu, les porteurs de projets vont avoir tendance à regarder le foncier, ils vont avoir tendance à regarder des biens immobiliers du bâti un peu plus atypiques. Et donc toute cette réflexion de la préparation du porteur de projet, de l'identification de la bonne solution d'accueil, de la promotion, le marketing autour de cette offre est hyper importante. Et le troisième point, c'est celui de sécuriser l'implantation. C'est pas tout d'avoir identifié le porteur de projet, de lui avoir trouvé une solution d'accueil, mais en face, il faut sécuriser le lancement de son activité. On sait, et vous le savez très bien, que les premières semaines, les premiers mois sont souvent décisifs pour les porteurs de projets. Et une offre de service territorial qui justement répond à ces besoins est assez clé. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je tiens à remercier, j'en profite, mes 2 collègues, Marjolaine et Solène, pour leur excellent travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. Hop, tiens, je te donne celui-là. Et je te prends la petite télécommande. Parfait. Merci beaucoup, c'était très intéressant. C'est vrai qu'on n'évoque pas souvent ces sujets-là aux rencontres e-tourisme. Et franchement, je crois qu'il y a beaucoup de territoires qui vont peut-être venir faire un tour sur votre stand pour savoir comment capter de nouveaux investisseurs chez eux. Laurent Pierre, ça va être ton tour maintenant. Et donc, c'est notre première séquence sur l'intelligence artificielle avant que Alex ne prenne le relais. On va repartir en arrière et mettre du son. Donc là aujourd'hui, avec Alex, on va vous présenter une partie sur l'intelligence artificielle. On va beaucoup en parler pendant ces 2 jours. Moi, je vais revenir sur une partie plutôt techno, plutôt en ciblant sur ce qui se fait autour de l'image et de la vidéo et des possibilités. Et puis Alex, après, lui parlera beaucoup plus de la partie impact sur les métiers. Bon, c'est issu d'une conférence qu'on fait tous les ans, donc si vous l'avez déjà vu en vidéo, vous pouvez aller préparer le cocktail avec les exposants, vous gagnerez du temps. Alors, toujours pas mieux? Pas de son? Il va falloir que je double. Bon, mais je vais le faire en... T'essayes encore? Oui, on va le faire. Tu fais la femme, je fais l'homme. Comme d'hab. Ah. Bon, le son marche pas. Alors ça va être sport parce que c'est quasiment que des vidéos. Donc on va meubler les vidéos. Bah, je vais le faire sans le son, hein, Ludo. Allez, c'est parti.
Donc normalement, cette jeune femme nous disait bonjour et enchaînée par son collègue qui lui disait nous sommes 2 intelligences artificielles qui allons faire la conférence sur l'intelligence artificielle aux ET 19. Donc là, c'est 2 vidéos qui sont générées par de l'IA. Vous tapez votre texte, vous choisissez qui parle, jeune, vieux, homme, femme, etc. Et puis ça va vous générer votre présentation comme ça. Si on revient un petit peu en arrière, là c'est il y a exactement 5 ans. C'est les premières apparitions avec l'intelligence artificielle, qui n'a rien de neuf, hein, ça fait un bon moment que ça existe, mais où on allait pouvoir prendre une vidéo d'une personne voilà, un peu corpulente, habillée en noir, qui tourne autour d'une caméra, et ça va la transformer automatiquement en une image de synthèse, une image virtuelle qu'on allait pouvoir après utiliser dans des programmes. 5 ans plus tard, d'accord, ok, non, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, c'est... Ouais. Bon, écoute, on pourrait parler de la chemise de Jean-Luc, qui est superbe. Avec ta barbe et tes lunettes, on dirait Jamie de C'est pas sorcier. Non, vas-y, ouais, je vais speeder. Comme c'est écrit par une intelligence artificielle, on va rattraper le temps. T'y crois ? Personnellement, j'y crois pas. C'est pas grave, le reste, on va dire qu'il n'y a pas besoin de son. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, et là, on ne va pas voir le son et on ne va pas voir l'animation. Alors là, ça devient quand même un peu plus compliqué. Donc je vais vous mimer. Ça, c'est un graphiste qui a pris une figurine qui tient dans les mains en caoutchouc, avec quelques logiciels qui sont décrits sur la gauche. Il va numériser sa figurine, dit que sa figurine se plie au niveau des bras, des genoux, et puis automatiquement, vous avez la petite animation que vous avez sur la gauche, qui en même pas 1 heure, va permettre d'avoir une animation totalement très sympathique à l'écran. Magnifique, il y a le son. Donc ça, Wonder Dynamics, c'est un logiciel qui va aller vraiment plus loin, qui est en train de sortir. Vous prenez une vidéo, vous avez déjà des tas de vidéos dans vos offices de tourisme, vous allez leur associer un personnage de synthèse ou un personnage qui a été produit. Là, vous voyez des choses type dessin animé, robots, et automatiquement, l'intelligence artificielle va remplacer le personnage réel, que vous voyez là, par le personnage de synthèse en incrustant ça. Alors, ça marche avec n'importe quelle vidéo. Là, vous voyez, c'est une figure. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, ça prend tous les mouvements du corps et ça les restitue vraiment, vraiment parfaitement. Et on va le voir juste ici, où vous avez le jeu de l'acteur, enfin, acteur ou pas, de la personne qui est filmée, qui va être automatiquement remplacée par de l'image numérique avec le même jeu d'acteurs, les mêmes mimiques. Donc ça, aujourd'hui, on en voit énormément. Vous avez dû forcément voir passer sur les réseaux sociaux, où on a l'impression que c'est des robots qui jouent au foot, qui font du parcours, qui font du saut d'obstacle. En fait, c'est avec ce logiciel. Là, c'est un graphiste qui a amené sa femme au bord de la plage. Il lui a dit, vas-y, move your body. Et il a remplacé par un robot. Il a mis un petit décor en fond. Et là aussi, il explique qu'en 1/4 d'heure, l'affaire était pliée. Alors, si vous regardez de près, le robot, il est un peu pixelisé, là où les bras sont plus fins que ceux de sa femme, parce qu'il a remplacé par le sable en fond, et on voit encore qu'il y a un peu de trucage. Mais c'est de plus en plus difficile de voir que c'est pas un vrai robot qui est en train de bouger sur la plage. Alors derrière, il y a énormément de choses qui sont en intelligence générative, qui vont mixer de la vraie vidéo avec des images. Par exemple, là, vous allez voir quelqu'un qui marche sur la neige. On lui envoie une photo d'un cosmonaute et il va transformer cette même scène avec un cosmonaute qui marche sur la Lune. Cette fille fait un tour de manège, on lui envoie une image, ça va transformer. Vous allez pouvoir mixer un style de vidéo avec une image ou un style de, là aussi, un danseur, une image de super-héros. Hop, l'image automatiquement, la vidéo
échanger. Je laisse après parce que j'aime bien, il y a un chien, si vous avez un labrador et que vous aimeriez avoir un dalmatien, bah, vous allez pouvoir le faire. Ça va très vite dans ce domaine. Ça, c'est une techno par NVIDIA, les fabricants de cartes vidéo, qui s'appelle le NRF, Neural Radiance Field, qui date d'à peine 1 an. Vous voyez la date, c'est en mars 2025. Ils ont publié ce papier avec cette personne qui a l'air absolument ravie de travailler chez NVIDIA. Donc, elle va nous expliquer ça en vidéo. L'idée, c'est qu'on va prendre 4 photos fixes, des photos normales, numériques. On fait le tour de la personne et vous allez voir que toutes les photos, en 4 photos, on n'a pas fait le tour complet de la personne. Vous voyez que par exemple, l'arrière gauche, il n'y a pas la photo. Mais l'IA, avec cette IA générative, va recréer entièrement la personne en 360 degrés. Je vais pouvoir tourner autour d'elle et l'insérer dans ce que je veux. Ça, c'était il y a 1 an. 1 an plus tard, maintenant, on prend là, cette scène que vous voyez. Il y a 100 photos qui ont été faites dans une maison à l'intérieur, premier étage, rez-de-chaussée. Et on passe ça à l'IA et automatiquement, elle recrée l'environnement en 360 degrés. Donc là, c'est un film. Mais si vous avez l'appli, vous pouvez vous balader, vous arrêter, regarder en haut, en bas. Donc vous imaginez ce que ça va permettre, ça va faciliter pour découvrir un lieu, un musée, un espace naturel, sans avoir besoin de remodéliser ou de faire des vidéos qui peuvent être longues et coûteuses. Et ça existe aussi maintenant. Là, c'était avec des photos. Maintenant, avec une vidéo. Donc là, c'est dans un musée où quelqu'un a filmé uniquement 8 secondes. Il a fait le tour d'une stèle, ici, dans le musée. Et il a passé la vidéo à l'IA générative qui a recréé entièrement la partie du décor dans laquelle elle a pu interpréter. Et donc après, je vais pouvoir m'avancer de la stèle, faire le tour, zoomer, reculer. Donc là aussi, en visite, ça va extrêmement simplifier tout ce qui est visite de lieux, musée, espace, ce que vous voulez. Donc ça va poser plein de questions. On en reparlera sur les prochains jours entre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. À gauche, vous avez des photos de photographes alimentaires dont leur spécialité est de jeter des carottes, des concombres en l'air et prendre la photo au bon moment. Et puis à droite, vous avez la même chose faite par une IA à qui on a simplement dit « fais-moi une salade avec des carottes et des concombres qui sautent en l'air ». L'IA classique, ce qu'on avait jusque-là, ça reconnaissait des modèles dans des données existantes. C'est-à-dire qu'on allait lui donner des milliers de photos de chats et puis ensuite, elle allait pouvoir reconnaître, si vous lui passiez un lion, un chaton et un chien, elle allait reconnaître où était le chat. L'IA générative, elle va être capable de créer des nouveaux contenus. Alors, nouveaux contenus entre guillemets, parce qu'elle va s'appuyer sur tout ce qu'elle a emmagasiné pour créer ce qui est dit des nouveaux contenus. Et par exemple, là, si on prend ce texte en anglais, l'IA générative, au moment où elle finit la première phrase, elle n'a aucune notion du sens que veut dire la phrase et elle n'a aucune idée de ce que va être le mot dans 2 ou 3 mots. C'est une machine statistique qui, statistiquement, à la fin de la première ligne, elle va dire, vu ce qui a été posé comme question, vu le contexte, vu ce que j'ai dans mes bases de données, le mot suivant, c'est le mot learn. Donc ça, il faut faire attention parce qu'il y a énormément de choses qui se sont dites tout et n'importe quoi, notamment comme l'homme n'est pas capable de ne pas humaniser son ordinateur, son hamster ou son grille-pain pour les plus furieux, on va penser que l'IA et ChatGPT, si vous l'avez utilisé, ça nous comprend, c'est capable de générer des trucs hyper intelligents se mettre à notre place ou préparer la fin du monde. Donc des applications d'IA générative, vous en avez des quantités actuellement pour le texte, pour la vidéo, pour l'image, pour de la 3D, pour de la parole. On a mis juste 3 exemples. En haut des ID, c'est ce qu'on a utilisé pour générer les vidéos du démarrage. Dessous, il y a plusieurs IA qui vont vous permettre de prendre votre vidéo et de la traduire avec votre voix dans une langue qui n'est pas la vôtre, avec les mouvements de bouche qui sont comme si vous parliez espagnol ou anglais. On a mis un dernier également qui vous permet de taper un sujet, ça vous crée une présentation avec ces illustrations, comme a été fait cette présentation-là.
Alors derrière, il y a plein de sujets que pose l'IA générative. Vous demandez à ChatGPT, il est extrêmement pertinent. Il vous dit par exemple, ça pose des problèmes éthiques, de responsabilité, d'authenticité, de propriété intellectuelle, de biais et discrimination, de contrôle et de réglementation. Alors des exemples, il y en a des quantités. Le pape n'a jamais eu pour le moment cette doudoune. Sur les biais de discrimination, si en anglais vous demandez lawyer et nurse, qui sont des mots non genrés, le lawyer, l'avocat, ça va être un homme, la nurse, ça va être une femme. Tous les problèmes écologiques, puisque là vous avez la taille des bulles, c'est la masse de données nécessaire pour ChatGPT 1, 2, 3, 4. Donc derrière c'est un temps calcul, un coût électrique, un impact écologique beaucoup plus qui est exponentiel. Mais dans tous les cas, on est loin de Terminator et de Skynet. Ça reste une machine logique et ce n'est pas la fin du monde qui va être pilotée avec ChatGPT, très très loin de là. Autre point qui est intéressant aussi à avoir en tête sur la recherche générative. Donc c'est le même principe, l'IA générative mais appliquée à la recherche. Donc ça c'est ce que teste Google en ce moment, c'est-à-dire que si j'avais mis la photo dessous, vous auriez les résultats que vous connaissiez dans Google de pourquoi San Francisco est aussi brouillardeux. La réponse qui est mise au départ, c'est une IA qui va les puiser dans certains sites, pour le moment qui sont affichés sur le côté, et il va vous faire un petit texte qui vous donne la réponse. Et en général, ces petits textes, ils sont hyper pertinents, ce qui veut dire que l'utilisateur ne va pas aller plus loin pour avoir des réponses. Alors ça va avoir des gros impacts, parce que vous qui aimez que les visiteurs viennent sur votre site et vous amènent du trafic, s'ils ont la réponse ici, est-ce qu'ils vont venir sur votre site? Les gens qui vivent du trafic, de l'influence de leur site, et puis même le modèle économique de Google, qui est vendre de la publicité pour mettre en avant des sites, qu'est-ce que ça va devenir? Sujet vraiment à suivre. Et pour conclure, on sait que demain, de plus en plus, on va voir apparaître de l'intelligence artificielle qui parle à de l'intelligence artificielle. Alors, il y a plein de gens qui sont déjà là-dessus. Par exemple, vous faites un site web, vous allez dire, voilà ce que je veux vraiment dans mon site web, les points importants pour ma stratégie. L'intelligence artificielle va vous générer votre cahier des charges, vous l'envoyez à votre prestat, qui lui va le passer à une intelligence artificielle qui va sortir la synthèse de ce qui est intéressant pour vous, et donc entre les deux, il y aura deux IA qui auront parlé entre elles. Et je vous remercie. J'ai même 22 secondes pour repasser le... Oui. Allez, c'est parti. Ça veut dire quoi? De quoi? Je poursuis direct. Ok, j'ai pas de petite musique ni rien, moi? Ah, si, quand même. C'est pour demain soir, ça. Bonjour, bonsoir, je sais pas quelle heure il est. Alors, deuxième partie sur l'intelligence artificielle. Après une partie un peu technique, là, on va s'intéresser à une question qui est assez fondamentale, qui nous travaille tous depuis, comme le disait Ludo, depuis décembre, on va dire, et l'apparition un peu inattendue de ChatGPT auprès du grand public, même si on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier. Mais surtout, là, les questions qui se posent et celles qu'on va aborder aujourd'hui et sur lesquelles je reviendrai un petit peu demain. Donc, demain matin, je présenterai la plénière. Il y aura quelques sujets qui seront un petit peu redondants, mais venez quand même, il y aura des choses sympas. La question fondamentale, c'est est-ce que demain, l'intelligence artificielle va vraiment détruire notre travail ou pas? Donc on va tenter de répondre à cette question-là. Alors pourquoi cette question-là? Parce qu'en mars dernier, Goldman Sachs a sorti une étude qui a fait grand bruit, relayée en France notamment par Ouzbek Erika. Dans cette étude massive qui s'intéresse au monde entier, Goldman Sachs prédit que l'IA menacerait 300 millions d'emplois dans les années à venir. Et dès le lendemain, une deuxième étude qui a vraiment confirmé ce que disait Goldman Sachs, qui a été réalisée, alors c'est un travail scientifique
qui a été réalisé par OpenAI, qui est la société qui développe ChatGPT, et qui annonce que avec l'intelligence artificielle générative, celle qui a été présentée par Laurent Pierre, c'est 80% de la main-d'œuvre américaine qui serait impactée par le déploiement de ces solutions-là, et l'intelligence artificielle générative serait en mesure de remplacer au moins 10% des tâches. Donc ces deux études-là, ont vraiment jeté un pavé dans la mare et ont fait prendre conscience que demain, peut-être que les emplois, notamment les emplois des cols blancs, c'est-à-dire vous et moi, hein, malgré tout, on serait directement impacté par l'arrivée et la généralisation de cette intelligence artificielle. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain on sera tous remplacés? Est-ce que dans 5 ans, les conférences telles que celle-là, avec les avatars qu'a montré Laurent Pierre au début, est-ce qu'elles auront encore lieu? Finalement, est-ce que les robots, pris de manière généralisée, c'est-à-dire l'automatisation, à la fois la robotisation et l'intelligence artificielle, vont nous prendre notre boulot? Donc ça, c'est la grande question à laquelle on a un petit peu de mal à répondre. On va avancer quelques pistes, mais c'est une grosse question qui nous bouscule. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que, comme je l'ai mis là, le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est menacé, ce n'est pas l'emploi, de manière générale, mais ce sont les tâches. Les tâches, ce sont toutes les activités que vous allez accumuler tout au long de la journée, qui va constituer finalement votre journée de travail, votre emploi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les intelligences artificielles ne sont pas en mesure, alors on verra que sur certains emplois si, mais en tout cas de manière globale, ne sont pas en mesure de remplacer un salarié sur l'ensemble de ses tâches, mais elles vont plutôt venir remplacer sur certaines tâches. Aujourd'hui, le problème, c'est ce que je disais, c'est que ça s'attaque à des tâches et des emplois qui sont à haute valeur cognitive. L'intelligence artificielle générative, elle vient s'attaquer à ce que vous voyez ici à l'écran en rouge, à des tâches qui sont cognitives, donc qui font appel à l'intelligence humaine, et qui sont des tâches non répétitives. Jusqu'à présent, l'automatisation, historiquement, depuis la révolution industrielle, on s'est d'abord attaqué aux tâches manuelles répétitives, visser des clous, enfin visser des vis sur des portes d'automobiles. Puis ensuite, la cobotique est venue apporter des solutions sur des tâches qui étaient manuelles mais non cognitives. Et puis depuis le début des années 2000, avec l'explosion de l'informatique finalement, ce sont les tâches cognitives qui ont été attaquées. Et le dernier point qui restait vraiment le dernier coin à mettre dans la porte finalement de l'emploi, c'était ce que vous voyez ici, les tâches non routinières et cognitives qui sont menacées par les outils de machine learning, d'analytics et donc d'intelligence artificielle générative. Un exemple particulier, c'est le secteur de la médecine qui est en plein bouleversement, qui est un des premiers secteurs à avoir été attaqué par l'intelligence artificielle. Alors j'utilise à dessein l'image de l'attaque parce que c'est vraiment ce qui se passe et c'est vraiment ce que ressentent aussi les médecins et ici, comme vous le voyez à l'écran, les radiologues, puisque aujourd'hui, l'intelligence artificielle, sur certaines tâches, notamment les tâches de diagnostic, est capable d'être beaucoup plus précise qu'un médecin ou qu'un radiologue pour détecter et pour diagnostiquer les maladies. On dit que, par exemple, un médecin a 95% de chances de bien prédire une maladie ou en lisant une radio de voir une fracture ou enfin une chose un peu plus compliquée. L'intelligence artificielle, c'est 99%. Donc aujourd'hui, les radiologues et les médecins font face à une concurrence sur certaines tâches, une concurrence de l'intelligence artificielle, sauf que aujourd'hui, et alors bien sûr hein, les OpenAI, les Google et tout ça travaillent dessus, mais l'homme a encore un avantage sur l'intelligence artificielle, c'est que lui, il peut exprimer des émotions, il peut être en empathie avec les patients, ce que l'intelligence artificielle ne peut pas. Donc il va falloir dès demain, ah pardon, alors là oui, alors non, en fait non. Donc l'empathie, voilà, donc ça c'est encore une force qu'a l'homme par rapport à la machine, c'est d'être capable d'avoir de l'empathie. Et donc le médecin va demain avoir un rôle d'accompagnant plutôt que de soignant.
ou en tout cas au niveau du diagnostic, le médecin aura un rôle un peu diminué et il va plutôt se concentrer sur la relation au patient, sur l'empathie et sur ces choses que les intelligences artificielles ne sont pas en mesure de faire. On retrouve la même chose dans la grande distribution. Amazon avait lancé la mode avec les Amazon Go, vous savez, ces magasins entièrement automatisés, régis par des caméras et de l'intelligence artificielle, où finalement, les salariés, c'était les clients, puisque le client rentre dans le magasin et fait tout le travail qu'auparavant les salariés faisaient, depuis jusqu'à la caisse, on va dire. Et Carrefour a pris le chemin inverse. Alors, est-ce que c'est du IA washing ou pas? En tout cas, ils ont décidé de réinstaller et de redévelopper des caisses avec des vraies personnes physiques, des caissiers et des caissières, qu'ils ont appelés les blablabla caisses, où l'humain, le client, qui est un humain, va pouvoir entrer en interaction, en empathie avec des caissiers et des caissières qui, au-delà de scanner les produits, sont aussi là pour parler, pour échanger, pour écouter, puisqu'il y a quand même dans les supermarchés des gens qui viennent tous les jours, notamment les personnes âgées, qui viennent se sociabiliser. Et donc si on leur propose des supermarchés qui sont gérés par des AI, ils vont être totalement perdus. Donc Carrefour a décidé de prendre le contre-pied et de développer ces caisses, on va dire, humaines. Donc c'est totalement révolutionnaire, on va dire, ce que fait Carrefour. Alors est-ce que c'est du AI washing ou pas? Ça, c'est une autre question. Alors ce qu'il faut bien... Comme souvent, quand on a des innovations de rupture comme celle-là, c'est qu'il faut bien se garder des prophéties. Ici, vous avez la citation d'un des gourous de l'intelligence artificielle, qui est Geoffrey Hinton, qui a travaillé chez Google dans du deep learning, du développement d'algorithmes de deep learning, qui disait en 2015 que d'ici 5 ans, on n'aurait plus de radiologues parce que le métier aura disparu puisqu'on aura tout confié aux machines. On est en 2023, je ne sais pas si, moi j'ai très récemment eu une entorse, je suis passé entre les mains de radiologues très compétents qui en effet utilisent l'informatique pour s'aider, mais qui étaient bien physiquement là devant moi. Donc toujours pareil, quand on a des innovations comme ça qui déboulent, il faut se garder des prophéties et il faut garder le sens des choses. Et pourtant, parce qu'il y a quand même des secteurs d'activité et des métiers qui prennent de plein fouet ces innovations. Ici, on est en Chine et en début d'année, on a eu cette annonce-là qui a été faite dans un journal chinois en langue anglaise qui disait que, en fait, on avait dans l'univers du jeu vidéo certains emplois qui avaient totalement disparu, notamment les illustrateurs de jeux vidéo, puisque aujourd'hui, pour illustrer un jeu vidéo, classiquement, on a besoin d'une équipe de 10 à 15 personnes qui vont travailler chacun sur des séquences bien particulières de l'illustration du jeu vidéo. Sauf qu'avec l'intelligence artificielle générative, on va avoir besoin que de 1 à 2 personnes. Donc ça veut dire qu'on va licencier ou ne pas renouveler les contrats de 8 personnes pour arriver au même résultat, un résultat qui sera en plus obtenu beaucoup plus rapidement, puisque les IA travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles ne sont pas syndiquées, elles n'ont pas de revendications. Et donc là, on a un vrai problème. Les 2 personnes, en fait, il y en a une qui est là pour rédiger le prompt. Donc le prompt, c'est la ligne de commande qui va permettre à l'intelligence artificielle de générer un résultat. Et la deuxième personne qui est là pour contrôler si le résultat correspond bien au prompt que la première personne a écrite. Donc, en Chine, par exemple, et ça va arriver, bien entendu, aux États-Unis, puis ensuite en France, certains métiers sont vraiment disruptés, on va dire, pour employer un mot qu'on aime bien utiliser à Unitech, par ces intelligences artificielles. Et donc, ça pose des questions quand même sur les tâches, mais au-delà sur l'emploi. Autre exemple qui est beaucoup plus récent, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement, on va dire, du monde du doublage dans le cinéma, français notamment, puisque dans toutes les solutions, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait une cartographie de toutes les solutions d'intelligence artificielle générative. Il y en a une qui fait beaucoup parler d'elle, c'est AGen. Jusqu'à cette solution-là, on était capable, par exemple, sur une vidéo, comme on l'a vu au début, de faire dire un texte à une intelligence artificielle. La deuxième étape, ça a été j'ai perdu le fil. Bref. D'un, faire dire un texte. 2, j'ai perdu le fil, je ne sais plus. 3, on est aujourd'hui en mesure, de traduire le texte, pardon. C'est-à-dire que la deuxième étape, c'est de partir d'un texte en français
et de le simuler, de le traduire dans une langue étrangère, d'aspirer, enfin de sampler la voix de la personne, de la première personne qui parlait dans la vidéo, et de la traduire dans la langue de destination. Sauf qu'on avait un problème, c'est que les lèvres ne suivaient plus. Si vous partez du français et que vous traduisez en allemand, enfin en n'importe quelle langue, les lèvres ne correspondent plus à la diction. HeyGen aujourd'hui est capable, en plus, de rajouter une troisième couche d'intelligence artificielle et de simuler finalement le mouvement des lèvres dans la nouvelle langue. Et donc ça veut dire que les doubleurs, n'auront plus demain de travail, puisque une intelligence artificielle, encore une fois, qui n'est pas syndiquée, qui travaille 24 heures sur 24, qui n'est pas payée et 7 jours sur 7, sera capable de le faire en temps réel et à la volée. C'est-à-dire que sur des vidéos, vous allez filmer, par exemple, un direct, et les Allemands vont avoir la retranscription avec moi, qui parle en allemand, et mes lèvres qui bougent en allemand. Donc on voit quand même que, même s'il faut se garder des prophéties, même si on nous dit que ce sont les tâches et non pas les emplois qui vont être menacés par les intelligences artificielles, on voit quand même que dans certains secteurs d'activité, c'est un peu plus chaud, un peu plus touchy, et qu'il y a quand même là des gros enjeux d'emploi qui sont quand même, et donc de politique finalement nationale et internationale de maintien de l'emploi qui sont quand même assez importantes. Mais pourtant, on a quand même des bonnes nouvelles, malgré tout, c'est que de nouveaux métiers apparaîtront. Aujourd'hui, 85% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore. Donc là, ça pose des questions, bien entendu, d'anticipation et de formation. On sait très bien que pour créer une formation, il faut du temps. Là, on a 5 ans, 7 ans. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui n'existent pas encore, qui apparaîtront et vers lesquels on va avoir un déversement. C'est-à-dire que, par exemple, les illustrateurs pourront se tourner vers des métiers que vous avez là-haut. Vous avez par exemple des managers d'équipe homme-machine, puisque plus vous allez collaborer avec la machine, plus vous allez entrer en interaction avec elle, plus il va falloir manager cette nouvelle équipe homme-machine. Donc on va avoir des nouveaux emplois qui vont être créés. On a les auditeurs de biais, puisque comme l'a dit Laurent Pierre, dans le monde de l'intelligence artificielle, on a de nombreux biais. Donc on va avoir des auditeurs qui vont analyser les biais de l'intelligence artificielle, mais on va aussi avoir en amont de cela, par exemple, des personnes qui vont auditer les biais humains de représentation, puisque bien entendu, un algorithme, lui, ne crée pas le biais, il reproduit le biais que le programmateur l'aura introduit dans sa ligne de code, dans sa ligne de programmation. Donc il y aura, bien entendu, des métiers qui vont apparaître. Si vous voulez aller plus loin, comme l'a dit Laurent Pierre, on a une vidéo qui est très bien faite, puisque c'est nous deux qui sommes sur scène en même temps, qui est disponible sur YouTube, et c'est les signaux 23, vous tapez Unitech les signaux 23, et donc pendant 1h34 et 25 secondes, on vous parle de tout ça de manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus en profondeur. Et on se retrouve demain matin pour donc la plénière sur l'intelligence artificielle, et ensuite en atelier avec Jean-Luc pour évoquer tout cela. Et il me reste 25 secondes. C'est parfait, merci beaucoup Alex. Bon ben voilà, normalement vous êtes prêts pour les 2 jours qui vont arriver. On a plein de sujets à approfondir en atelier, en plénière. Merci Alex. Tout de suite, c'est l'apéro des exposants. Donc 1h30, 2 heures devant vous pour aller sur les stands, découvrir un petit peu ce qu'ils ont à nous raconter et puis découvrir aussi un petit peu leur région à travers un truc à manger, un truc à boire. Donc n'hésitez pas, faites le tour. C'est l'occasion, en dehors des pauses et des repas qui auront lieu ces 2 prochains jours, d'en savoir un petit peu plus. Et ça se passe donc sur le hall Faisan qui est juste en face de vous quand vous sortez de l'amphithéâtre. On vous souhaite une bonne soirée, un bon apéro et puis on se retrouve ici même demain matin à 9h. Bonne soirée.